Bon, d'abord, merci à Kathleen de d'avoir fait une longue enquête il y a quelques années pour mettre la main sur moi. On ne vous raconte pas comment ça s'est fait parce que c'est vraiment, faudrait toute la matinée. C'est romanesque. Mais c'était très romanesque. Et voilà. Et entre-temps, puisque le Covid en avait décidé ainsi, nous avions décidé autrement. C'est-à-dire, comme dans la vie, et comme dans le Sauve-toi Ellie et tout ce que j'écris finalement, quand il y a une merde, eh ben on va faire encore mieux grâce à la merde. Je suis née d'un père qui disait « Grâce à la guerre, je suis devenue peintre. Grâce à la guerre, j'ai épousé ta mère. Grâce à la guerre, tu es né. » Parce que le parcours n'aurait pas été le même si la guerre n'avait pas eu lieu. Vous voyez, alors j'ai écrit, et je suis en train d'improviser. Mais comme je ne veux pas vous bouffer toute la matinée, je vais m'en tenir quand même pour le début à ce que j'ai préparé. Vous verrez, comme Kathleen vient de le dire, que pour moi, il n'y a pas de ghetto jeunesse, il n'y a pas littérature jeunesse d'un côté, littérature vieillesse de l'autre. Rachel, qui est ici, le sait très très bien aussi. D'ailleurs, je vais le dire, puisque tu ne vas pas le dire autrement, que son premier roman, celui qui en plus me sert de titre quelque part, et qui s'appelle Le chemin de fumée, a été une merveille de découverte pour moi, il y a des années au Seuil, et je connaissais bien Claude Gutmann, qui était directeur de collection, et donc je sais pertinemment que ce bouquin, elle ne l'avait pas écrit en jeunesse. C'était un bouquin pour les vieux, d'abord. Voilà. Et il n'aurait pas eu la même vie s'il n'avait pas été publié en jeunesse. Ça a été sa chance. Parce qu'il existe aujourd'hui, alors que, autrement, il serait mort au bout de 3 mois, comme tous les bouquins vieillissent. À peu près. Et ta chance, bah évidemment. Alors, voilà. Oui, on y va. Non, ça va, je vais me débrouiller. Oui, Kathleen avait envie en fait, elle m'a poussée dans un truc dont j'étais absolument pas consciente. C'est que, à part Sauve-toi Ellie, j'avais l'impression de n'avoir rien écrit d'autre au moment où on s'est parlé et vu sur de près ou de loin la Shoah. Vraiment, quand j'écris pas ça, quoi. Enfin, j'ai pas l'impression. Et puis, j'ai été obligée de regarder dans ma bibliographie et à cause de vous, à cause de cette circonstance, je me suis découvert des trucs incroyables que j'avais laissé passer, qui avaient fuité de mon inconscient, ou bien qui m'étaient arrivés, que j'avais complètement refoulé. Et je vais être obligée d'entremêler, un peu comme dans un Scooby-Doo, et de façon chronologique, ce que j'ai écrit en jeunesse, vraiment jeunesse, déclaré jeunesse, et puis ce que j'ai écrit par ailleurs. Et en fait, on retombe tout le temps sur la même chose, quoi. Je suis vraiment en flagrant délit de Shoah, hyper souvent, j'ai même pas compté, alors que je pensais ne parler que d'un bouquin. Tu m'avais d'ailleurs dit, on va faire Sauve-toi Ellie, c'est formidable, Sauve-toi Ellie, voilà, vous connaissez Kathleen, quand elle s'emballe pour un truc, c'est pas pour deux. Donc voilà, alors j'ai donc emprunté à Rachel son chemin de fumée pour raconter mon chemin d'écriture à moi. Et moi j'avais, alors un peu comme Kathleen et comme nous tous je crois, on adore les citations, on vit avec des gens qui nous montrent le chemin, des écrivains, des poètes, etc. Et en fait, la phrase avec laquelle j'avais envie d'ouvrir, c'était Elie Wiesel, dans un petit bouquin qui s'appelait « Se taire est impossible » et qui un partage avec Georges Samproun, et c'est sorti en 95, disait « Se taire est interdit, parler est impossible ». Vous voyez le truc, hein. Déjà, qu'est-ce qu'on va faire de la matinée et de la journée? Bon, et puis alors Samproun, lui, il lui répondait 1 ou 2 pages après, c'est assez génial, « Plus j'écris, plus la mémoire me revient ». Voilà. Eh bien, c'est un peu ce qui m'arrive, moi, quand j'écris. Je suppose que c'est ça. Et d'ailleurs, ça m'a pris, pour la première fois en 95, effectivement, d'écrire directement quelque chose de la Shoah dans un livre jeunesse. À l'époque, j'avais monté une collection chez Hachette qui s'appelait Drôle de Dico. J'avais commencé par
de l'anodin qui n'en est pas, parce que je suis psy, que je suis élève de Dolto, et que voilà. Donc, c'est l'enfant d'abord, dico des bébés, ensuite dico rigolo des animaux, il faut bien se marrer un peu, après dico des sorcières, ça commençait déjà dans l'horreur, après dico des papas et des mamans, bon, c'est pas encore l'horreur, et après, il y a carrément dico des monstres, que je me mets à écrire, à un moment où j'ai besoin de l'écrire. Voilà. J'aurais dû, en fait, j'aurais dû me pencher, sans doute, en tant que juive, en tant qu'écrivain, quand ça m'est venu, tardivement d'ailleurs, en 90, utiliser sans doute, comme Rachel l'a fait, ou comme Yael Hassan l'a fait, ou Schwarzbach l'a fait, ou tous les autres l'ont fait, j'aurais dû m'occuper de la Shoah. C'est quand même, ça devrait être mes oignons. Et en fait, je me suis totalement interdit d'écrire là-dessus, parce que justement, comme je m'étais interdit d'écrire d'ailleurs, parce que c'était trop haut, trop beau, il y avait trop de génie autour de moi, comme dit Kathleen, Le Dernier des Justes a été les premiers balbutiements du roman, et les autres ont été faits sur mon lit pliant dans une chambre de bonne où j'habitais avec mes parents. Et donc, autour de moi, il y avait comme ça des gens exceptionnels, des poètes, Bruno Durocher, Richard Marienstrass, il y avait des gens comme Alec Dershansky, il y avait des gens comme Liliane Atlan, et des noms qui ne vous disent rien. Mais moi, en tant que môme, j'avais évidemment rien lu de tous ces gens-là, et ils n'avaient pas tous écrit déjà. Il y avait Claude Olivenstein pour le côté psy, Tomkiewicz, enfin bref. Mais moi, pour moi, rien que ces noms me parlaient d'une terre perdue, enfin, ou d'un passé. Comme disait Kathleen, voilà, je suis née à Varsovie, c'était les ruines de partout. Et en fait, je me suis aperçue en travaillant sur la biographie de mon père que 1 mois et demi avant ma naissance, il y a eu le fameux pogrom de Kielce. Et je comprends bien que mes parents n'aient eu qu'une envie, c'est de venir à Paris. De toute façon, mon père, en tant que peintre, voulait être au cœur de l'art. Et le cœur de l'art, le nombril de la planète à cette époque-là en art, c'était Paris. Ça a été ensuite gratté et détrôné par les Américains, mais à l'époque, c'était ça. En fait, j'aurais dû faire exactement ce que je vais me plaire à vous lire. Ce bouquin que vous n'avez peut-être pas lu, mais voilà. À pas aveugle de par le monde, de Leib Rochman. Et ce bouquin qui est... Enfin bon, on ne va pas rentrer dans ce que c'est un truc génial. Il y a un personnage S, qu'il appelle S, et il dit ça. Il dit « S décida de s'atteler à cette tâche ardue, une nouvelle vision de l'histoire à la noire lumière des incendies et des crématoires. Ce sera une histoire qui s'adressera aux enfants qui n'ont personne à qui demander. Une histoire telle que nous la vivons de l'intérieur pour des générations à venir, une histoire pour nos enfants. Ils chercheront le sens de nos exterminations le long des siècles, mais ils n'auront personne pour leur en parler. Ces pages devront être écrites pour leur donner force et courage et leur permettre d'aller de l'avant. » Voilà, donc c'est vraiment une injonction à écrire en jeunesse, quoi, déjà. Et moi, je pouvais pas. Je pouvais pas y aller. Voilà. En préparant, je me suis dit, oui, dans transmission, il y a mission. Et bien, cette mission, pour moi, elle était impossible à ce moment-là. Et j'étais plus du bord de, je vais défendre les enfants à la Kortchak, à la Dolto. Là, je suis une enragée du terrain et on va pas m'emmerder les gosses, quoi. Mais, tout en préparant, j'ai découvert quand même que en parlant aux enfants et en essayant de sauver les enfants, et pas Élie encore à ce moment-là, je sauvais d'abord pas seulement les juifs, parce que je suis quand même pas raciste à ce point, je sauve les enfants à tout prix. Et je me suis dit, bah quoi, les enfants, c'est une minorité.
Les enfants, c'est une minorité. Les enfants sont les juifs des adultes. C'est un peu gros, hein. Je m'excuse. Mais j'ai l'impression que c'est pas tout à fait faux. C'est un peu comme ça que ça a dû m'arriver. C'est ça, ouais. C'est les minus, quoi. C'est les nains. Il y a des gens qui sont les nains. Tous ces mots, les gosses, les trucs, les machins, c'est toujours de la merde un peu. Et l'adulte règne. Et ça, je supporte absolument pas. Et d'ailleurs, dans mes bouquins, je pique beaucoup ma crise contre les adultes. De temps en temps, je leur tends la main, je leur dis, c'est pas tout à fait votre faute, mais enfin, vous pourriez faire mieux. Je suis un peu une enragée anti-adulte. Je sais pas pourquoi, parce que vu l'âge que j'ai, je ferais bien me dire que ça y est, mon enfance est très très loin et je vois pas de quoi je me mêle. Enfin bon, c'est pas grave. Donc, j'ose penser que l'enfant d'abord, mais qu'il y a quelque chose derrière. Et d'ailleurs, tout en travaillant, je me suis aperçue à quel point il y avait du derrière. C'était comme dans Le Père Noël est une ordure, il y a une deuxième couche à l'intérieur, quoi. C'est troublant, mais c'est la fonction de l'inconscient. Alors, du coup, en 95, la Shoah, elle va commencer à infiltrer mes bouquins. Et quand je dis infiltrer, c'est un peu comme dit Serge Tisseron, qui est un excellent psychanalyste, il dit même suinter. Suinter comme le secret de famille suinte. C'est-à-dire que c'est malgré soi. Ça m'arrive, mais j'en sais rien. Par contre, pour la première fois où je vais mettre les pieds dans l'affaire, j'en suis donc à décider en 95 de faire le dico des monstres, parce qu'en fait les sorcières ça suffit pas, quoi. Et comme par hasard, à la lettre H, qui est quand même assez médiane, assez centrale, donc au milieu de l'album, à la lettre H, je trouve personne comme monstre. Et alors, je me dis, je vais faire horreur au pluriel. Allons-y gaiement. Et alors là, je déverse ce que je vais vous lire. Et les gens ont pris le bouquin comme, oui, c'est un recueil de tous les monstres, il y a le cyclope, il y a machin, il y a bidule. Évidemment, il y a toute une réflexion sur qui est un monstre, qui n'est pas un monstre. Je sauve King Kong, évidemment, d'affaire, en disant que ces salauds de mecs qui tournaient autour de lui pour le flinguer, j'ai jamais supporté. Mais à horreur, voilà ce que j'écris. Je vais prendre mes petites lunettes. Et je vais vous lire horreur. C'était illustré par Emmanuel Houdard, qui à l'époque, ça donnait beaucoup aux monstruosités, qui avait un talent fou et avec qui on a fait quelques bouquins. Très étrange qu'à la lettre H, tant de mots monstrueux se cachent. Ils nous hantent et nous horripilent, ils sont hideux, horribles, hostiles. Ils nous harcèlent et se déchaînent dans un grand hurlement de haine. Et en plus, parfois, ils déterrent d'hallucinantes haches de guerre. J'espère que vous appréciez tout mon boulot sur les haches. C'est pas fini. Alors, et en forme de guerre... ah oui, attends. Alors, donc je reprends... d'hallucinantes haches de guerre en forme de bombache ou d'Hitler. Bien entendu, le mot humain prend un H, vous le savez bien, et si c'était pour que l'on sache que dans l'homme, un monstre se cache. Je vise personne, hein. Mais voilà. Et alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à Emmanuel Houdard et à l'éditrice de me faire des pages de garde avant et arrière qui disent quelque chose en plus, parce que moi, j'aime bien enfoncer le clou et que mon lecteur, il soit prévenu de ce qu'il attend. Alors là, je demande une double... D'abord, il y a 2 doubles pages pour horreur, alors qu'il n'y en a qu'une pour les autres monstres. Et le message, je fais courir un message début et fin de mes gardes. Attention aux monstres, 3 points de suspension, qui est en vous, page finale, de garde finale, avec un monstre, et puis son visage est vidé, enfin sa gueule, et le môme, il peut se mettre sa photo dedans. Voilà. Donc ça, c'est un apport direct. C'est la seule et unique fois où je vais être didactique, vraiment, si on peut appeler ça comme ça. Parce qu'après, tout m'est arrivé tout à fait bizarrement. À l'époque, pour moi,
comme disait Kafka, il y avait 2 citations. C'était évidemment Le coup de la grande hache de l'histoire, Pérec. Et puis, il y avait un livre, Doit être la hache qui brise la mer glacée en haut. Alors voilà, c'était bien brisé là. Et à partir de là, j'ai écrit un premier roman jeunesse qui s'appelait Talou qui t'aime. Talou qui t'aime. Alors Georges, qui est ici, a illustré le 3e volet que je ne savais pas que j'allais écrire du tout parce que c'était pas une trilogie au départ. Mais comme mes 2 personnages, je les adorais, j'avais pas envie de les faire crever, la grand-mère, la petite fille, que les collégiens me demandaient et encore, j'en ai fait un 2e et puis le 3e. Et c'est dans le 3e que j'y suis allée carrément, mais je vais vous raconter. Donc, dans Talou qui t'aime, qu'est-ce qui m'est arrivé? Il m'est arrivé que, voilà, tout naturellement, ayant été privée de grands-parents et de grand-mère, ayant moi-même des enfants privés de ma propre mère et de mon propre père, je trouve quand même qu'il y a une injustice flagrante. Je suis persuadée que mes parents sont morts jeunes parce que la Shoah, c'est fatigant, et que, du coup, leurs parents à eux et toutes les familles ont disparu complètement. Je n'ai eu personne d'autre qu'un père et une mère, et c'était déjà un coup de balle, autrement je ne serais pas là pour vous parler. Donc, j'invente une grand-mère idéale, que je ne suis pas à l'époque du tout, puisque ma dernière fille a 6-7 ans, et je l'appelle tout de suite Mamouchka, enfin le diminutif que la môme Lou, qui en fait s'appelle Ludmila. Alors vous voyez, la Russie, elle frappe. La Russie frappe, et elle frappera souvent dans mes bouquins, parce qu'en fait, elle est liée à quelque chose qui a à voir avec ma Pologne natale, avec le parcours de mes parents, avec le fait que mes parents parlaient russe, que mon père est allé à terminer la guerre dans l'armée rouge, que ma mère roulait les airs, et j'en parlerai dans un bouquin après. Et tout ça, c'était... Dès qu'il y a russe, il y a juif pour moi. Ça va de soi. Hein. Je ne suis pas en train de vous parler de Poutine. Vous avez compris. Donc, pour moi, je suis très attachée. Déjà, dans Talou qui t'aime, je parle de Tchekhov. Je balance carrément, je demande à Béatrice Poncelet un facsimilé d'un morceau de La Dame au petit chien, qui pour moi, une merveille des merveilles de la littérature, etc., etc. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand je ponds Mamouchka, je signe la première lettre de la petite, qui est en colo, au secours, mamie, je m'emmerde, je ne sais pas comment s'appelle la grand-mère. Et le premier nom qui va m'arriver, c'est Thelma Norstein. Alors une Thelma, je sais où elle a navigué dans la famille. Et Norstein, je sais que je suis folle à l'époque d'un réalisateur de dessins animés, Yuri Norstein. Si vous ne connaissez pas, il faut y aller. On trouve ça facilement. Et il raconte des choses délicieuses avec des images incroyables. C'est le plus grand animateur qui ait jamais existé. C'est magnifique. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il travaille... Exactement, c'est aux antipodes de Walt Disney, avec qui a son charme, hein, mais avec ses couleurs crues, ce truc pétant, à la limite vulgaire, mais enfin qui fonctionne bien. Norstein, c'est carrément... Il travaillait sur des cellophanes, comme à l'époque, et il mettait de la vaseline pour que ça fasse des flous, et ces petits hérissons courent dans la brume, et moi j'étais le hérisson dans la brume, avec un petit baluchon. Il n'y a pas plus beau que ça, hein. Il n'y a pas plus beau que ça. Bon, il y a des histoires d'amour incroyables, la cigogne qui essaye de draguer, et c'est les animaux, et quand il fait des êtres humains, c'est encore plus bouleversant, enfin bref. Il a réalisé un long métrage sur le manteau de Gogol, ouais. Que je n'ai jamais vu. J'ai vu moi non plus, mais je ne sais même pas s'il l'a terminé. Il y a 20 ans, à la mairie de Paris, il y a eu une exposition. Je l'ai vu, l'expo. Je sais. Avec des projections sur des écrans. Je sais, j'ai vu. Des morceaux de film. Ouais. Non, c'est... Oui, c'est exceptionnel. Alors bref, il y avait Thelma Norstein. Thelma Norstein, forcément, elle est un peu juive. Là, je suis face au truc. Elle n'est pas que russe, quoi. Elle a quelque chose de moi. Enfin, quelque chose. Et puis alors, elle a... Forcément, je suis obligée
de lui faire dire des trucs, de sa vie. Elle a l'âge qu'elle a un certain parcours, donc, elle a cette identité. Et au fur et à mesure, il lui échappe des choses comme à moi, que j'endosse. Et par exemple, quand elle s'en va vers sa nostalgie et ses souvenirs, quand elle se souvient de Galina Petrovna, qui était sa prof de piano avant la guerre, il y a le avant la guerre. Et alors la môme, elle veut en savoir plus, elle a 12 ans, mais pas idiote. Et puis qui est devenu le piano, etc. Enfin bref, c'est des choses qui ensuite vont faire écrire toutes sortes de CM2, de 6e que je vais rencontrer, des trucs extraordinaires. Mais à chaque fois que ça lui échappe, que quelque chose d'une nostalgie ou du passé lui vient, elle dit par exemple cette citation: « Tu vois ma chérie, je me laisse une nouvelle fois entraîner vers le passé. Il vaut mieux que je ne te fasse pas la liste des gens et des choses qui ont disparu à cette époque-là. » Voilà, à cette époque-là, le disparu. Daniel Mendelsohn n'a pas encore écrit son bouquin, mais ça va être le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. Les disparus, c'est ça qui nous tient à la peau, quoi. C'est tout. On vit avec ces disparus-là. Et après, il y a le troisième volet. Alors, dans le troisième volet, il est consécutif à ce que je rencontre dans les écoles, qui travaillent sur la Seconde Guerre avec mon premier bouquin, ce que j'attendais pas, qui dégotent des choses de ma propre biographie à l'intérieur, ce que je ne savais pas moi-même, ils me le mettent sous le nez. Et du coup, dans le troisième, je viens de vivre un atelier d'écriture en 4e dans une province en France, je ne sais plus quelle ville, des 4e qui ont travaillé sur la Seconde Guerre, qui ont lu mes 2 premiers bouquins et qui exigent de moi, quelque part, et ça va être un bras de fer, d'écrire un roman d'amour qui se passe dans les camps de concentration. À cette époque-là, je leur parle, écoutez, si vous voulez ça, allez voir Rachel, moi je ne sais pas faire, je ne veux pas rentrer dans le camp, je ne sais pas ce que vous allez chercher comme histoire d'amour, et je leur parle des poux, de la phtisie, de toutes les saloperies, de la bouche jusque-là, de tout ce que je peux faire pour les dégoûter de leur sujet, qui est un SS qui va tomber amoureux d'une juive. Non mais, où est-ce qu'on a vu ça, quoi? Et après... je leur démolis vraiment la baraque. Je reviens avec plein de lectures pour leur montrer à quel point c'était dégueulasse, avec le Primo Levi sous le bras, tout. Je dis à la prof, faites votre boulot, quoi. On va pas les laisser raconter des conneries comme ça. Et je me dis, mais je vois pas pourquoi tu leur détruirais cet espoir qu'ils ont. C'est dégueulasse de faire ça. T'as pas le droit. Alors, je leur dis, on va s'embarquer, mais je vous préviens, hein, je vous êtes en tournant, je laisserai rien passer. Et on écrit ce bouquin. Ils écrivent ce bouquin. Et c'est un échange épistolaire, évidemment. Et je vais me servir de ça. Je vais l'encastrer, mettre en abîme, dans mon roman. Je me dis, Lou, je lui ai fait l'âge de... Là, elle a grandi. Elle a l'âge d'être dans cette classe. Il va y avoir une lecture du bouquin de la classe et il y a une auteure qui est venue, enfin bref, on met le paquet pour que ce soit rigolo. Et elle va inviter sa mamouchka à écouter sa lecture. C'est elle qui lit la première lettre de la fameuse Eva à son SS, où elle essaye de dégoûter l'USS. Et alors, la petite invite sa mamouchka et lui écrit... Texto ceci, je te rappelle que c'est une histoire d'amour pendant la dernière guerre et le titre est Un amour interdit, ils avaient choisi ça. Tu peux préparer tes Kleenex. Alors évidemment, tout le paquet va passer pendant... Donc là, quelque part, j'ai utilisé les mômes du collège, ma Lou et la mamouchka pour me défiler de ma mission directe et avec un grand bonheur, en rouvrant le bouquin que je n'ai pas apporté parce qu'il est un peu lourd, je m'aperçois que le 3e volet a été illustré donc par Georges, le moine ici présent, et que lui, au départ, il se demandait ce qu'il allait faire avec une adolescente de 13-14, tu te rappelles? Et surtout que Béatrice Poncelet, elle est phénoménale. Dans les 2 premiers, c'était extraordinaire. Mais je me dis, qu'est-ce qu'il a mis dans la page où je dis ça?
qu'est-ce qu'il met dans cette page où quand même ça sent la Shoah à plein nez et que lui, je sais que ça compte pas pour du beurre pour lui. Eh bien, il se débrouille pour prendre un tout petit morceau du texte que je fais dire à Lou et il le colle en bas de la page, en tout petit, et c'est écrit « Pas le temps de te raconter ». J'ai trouvé que c'était génial. On s'était défilés tous les deux avec beaucoup d'élégance, mais on était vraiment, on était en phase, quoi. Dans le pas dire qui n'est pas le non dit, parce qu'il n'y a pas plus dit que ça. On a tout dit avec ça. Donc ça, j'étais très très contente de le redécouvrir et je sais que tu l'avais oublié. Après arrive évidemment ce fameux « Sauve-toi Ellie ». Alors « Sauve-toi Ellie », c'est une aventure assez incroyable. Et « Sauve-toi Ellie », je vais dans un salon du livre. Il y a les œuvres de Bernard Genet, je ne connais pas le gars. Je regarde et je suis tout de suite, je dirais même, transpercée par une image. C'est un gosse avec un bonnet d'âne sur la tête. Je vais essayer de montrer de loin. C'est l'image qui me déclenche une envie, un besoin, je dirais, de faire un bouquin avec ce type-là. Voilà, c'est un peu loin, mais les bouquins, ils seront là quelque part si des gens veulent le regarder tout à l'heure. Enfin, voilà. C'est fait avec du papier sculpté, du papier de récup, sculpté. Oui, vous avez ça, c'est la première édition qui était ça. Et heureusement que j'ai eu un père adoptif, la personne de Jean Poderos, et que cette version est arrivée ensuite. Alors, de ce gosse, je me dis, je vais faire, comme je vous disais tout à l'heure, je vais sauver ce môme. Je vais sauver ce môme qui se fait sadiser par un sale instit. Parce que non seulement j'en veux aux adultes, mais j'en veux beaucoup aux profs. Alors là, évidemment, Rachel est prof, et elle a dû être une prof délicieuse. Et certains profs m'ont sauvé la vie, mais enfin, je ne les compte pas sur les doigts d'une main. Donc, je demande à Bernard Genet quelles œuvres n'ont pas été publiées, enfin, etc. Et de me donner quelques photos de certaines œuvres. Et puis peut-être, parce qu'il me dit, oh là là, si vous me donnez un texte, j'en aurai pour 3 ans à l'illustrer, c'est un grand obsessionnel. Alors j'ai compris que ce n'était pas possible. Donc je rentre à Paris avec une liasse de 35 que j'ai triée dans une liasse qui faisait au moins 70 photos. Je mets ça sur ma moquette et je me dis, je vais raconter, allez, hop, on y va à l'école, quoi. À l'école, ça va saigner. Et là, il m'arrive le truc que j'attendais pas. C'est-à-dire que le môme, que je n'ai pas encore nommé, il n'a pas encore de nom, qui se fait envoyer casser la glace, la fameuse glace, au fond de la cour pour l'éponge, parce que c'est dans une campagne, je ne sais pas pourquoi je vais dans la campagne, peut-être parce que Bernard Genet est breton, enfin je ne sais pas. Tout à coup, le gosse dit cette phrase, et papa et maman ne peuvent rien faire pour m'aider. Et là, je pose mon stylo. Je me dis, mais c'est qui ces sales cons de parents qui ne peuvent pas aider leur gosse? Je ne comprends pas ce que foutent les parents. Et la seule chose qui me vient, mais comme une illumination, enfin, comme quelque chose que je ne peux pas contourner, c'est que c'est des mômes qui, au contraire, ne sont pas des salauds. C'est rare que je défende la peau des parents, mais là, je l'ai défendue. C'est des pauvres parents juifs qui adorent leur fiston chéri. On est la veille du Veldiv. Et toutes les images commencent à me parler dans ce sens. Et je change tout l'ordre de mes 35 images. Et en fait, ils vont mettre le gosse à la campagne. Et de Élie va passer à Émile, être confié à des François, avec une bonne enveloppe, etc. Et voilà que tout arrive par là. Et ça va aller jusqu'à la fin. Après, je tombe par hasard, le jour où j'ai terminé mon texte, je tombe sur l'expo de Klarsfeld à la gare Saint-Lazare où j'allais bosser, prendre le train. Le premier épisode de cette expo qui va tourner dans toutes les gares de France. Et je m'aperçois que la môme que j'ai inventée à la fin et que Élie va voir derrière les buissons,
qui pour moi, les buissons, ça a toujours été des fils de fer barbelés de toute ma vie, eh bien, elle a existé. Elle s'appelle Liane Krochmal. Je vois sa photo avec son frère et sa sœur. Je comprends que j'ai inventé ce qui existait. Et là, je reviens à la maison le soir. Je sors un bouquin que nous connaissons très bien, Georges et moi, et j'incite tout le monde à le connaître aussi. C'est Les Enfants d'Isieux de Rolande Causse, parce que elle, en écrivant, mais aussi en ayant extrêmement bien ciselé l'histoire de la maison d'Isieux, elle me donne des éléments sur lesquels je vais me caler. Je rajoute le camion bâché, je rajoute les pieds nus dans l'escalier parce que c'était au petit déjeuner, je rajoute le nom du chien. J'avais mis un chien, mais je lui colle Charlie ou je ne sais plus comment il s'appelle. J'ai compris que ce que je croyais être ou en Bretagne ou en Normandie était à Isieux, moi qui ne suis jamais allée à Isieux, et je suis obligée d'aller à Isieux. Voilà, avec ce gosse. D'ailleurs, j'étais invitée à Isieux après, grâce à mon bouquin. C'est ça la récompense, en fait. Hein. Voilà. Et à la fin, parce que je voulais dédier ce livre à la fin, je le dédie à des gens, mais d'abord à cette Liane Krochmal, qui a fait partie du même convoi, bizarrement, que celui de Simone Weil, en plus. Ce que je vais apprendre après, à l'occasion d'un bouquin que je vais écrire ensuite. Voilà, c'est un peu dingo. Donc ce livre-là, il pose la question de l'enfant caché, va-t-il ou non être récupéré par ses parents? Et à la fin, c'est évidemment la question que tous les enfants me posent, et je leur dis je n'ai pas la réponse. Il y a plusieurs réponses possibles, et j'ai appris, non pas à me défiler, mais y aller carrément en analysant mes dédicataires, comme on dit. Donc la Liane Krochmal qui a été cuite d'office. Ensuite, une Liliane, dont je parlais hier soir, qui a été retrouvée à 4 ans dans le ghetto de Varsovie, dont les parents sont morts, mais qui a été adoptée ensuite, d'ailleurs par des Russes non juifs. Un certain Pierre que je connais, dont le père a été raflé le jour du Veldiv, et dont la mère était allemande. C'est une histoire d'amour complètement dingue. C'est un gars que je connais, qui habite à New York et que j'ai connu toute ma vie. Et lui qui a été récupéré donc par sa mère, qu'il avait caché à Lausée, quelque part, dans une maison juive. Et puis le Philippe, qui est finalement le plus gâté de tous, que je connais et qui est encore vivant, et qui a été récupéré non seulement par ses deux parents, mais par sa grande sœur. Bon, c'est celui d'ailleurs qui s'en est le plus mal tiré dans la vie. Je crois que des fois, ce qui paraît être un cadeau est un poison. La névrose s'est bien installée dans l'affaire. Et aucun psychanalyste n'y a plus grand-chose. Bref, voilà, ça c'était Sauve-toi Ellie. Sauve-toi Ellie, mais quand je propose le bouquin suivant à Bernard Jeunesse, c'est pour vous dire à quel point les choses sont tenaces et que la beauté de la littérature jeunesse, la particularité, c'est qu'on est en tandem et en dialogue avec quelqu'un d'autre, et c'est comme un échange d'inconscient. Il faut que je vous dise que quand Bernard Jeunet a reçu mon texte, je lui avais dit, écoutez, si ça vous plaît pas, c'est pas grave, je reprendrai mon texte, vous reprendrez vos images, on n'est pas mariés, c'est pas grave. Hein. Et quand je l'ai eu au téléphone, il m'a dit, il pleurait carrément d'émotion. Je comprenais pas pourquoi ce cateau breton pleurait comme ça au bout du fil. J'étais persuadée qu'il allait dire, tout ça ne me parle pas, je sais pas où vous êtes allé chercher ça. Et moi, je lui affirmais que c'est lui qui m'avait tout envoyé dans la gueule avec ses images. Et j'ai pris pour lui parler d'une de ces images au téléphone. Je vais vous montrer. C'est la fameuse image qui se trouve quelque part dans le bouquin. Et je lui dis, mais enfin, Bernard Jeunet, à l'époque, on se voyait au téléphone, la bonne femme là que vous avez mise avec son, comment on appelle ça ? Sa brouette. Avec sa brouette, dans ce terrain pourri, là, ouais, il y a des petites fleurs, mais enfin quand même, il y a une échelle, il y a un truc glauque là-dedans. Moi, je vois le camp. Et il me dit, non, mais c'est rien du tout, c'était ma voisine, c'est ma voisine, c'est dans le fond du terrain, là-bas, elle passe souvent. Et puis, tout à coup, j'entends un grand silence.
Et puis, je lui dis, Bernard, vous êtes là? Oui, 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 j'étais en train de penser. Il me dit, alors oui, je l'ai faite, vous dites qu'elle est chauve. Oui, oui, elle est chauve, elle a pas de cheveux, mais c'est parce qu'elle revenait de chimio. Et tout à coup, silence, il me dit, ouais, quand elle est revenue de chimio, je me suis dit, ah, c'est dingue, on dirait qu'elle revient d'Auschwitz. Eh ben, je lui dis, merci du cadeau, Bernard. C'est ça qui est passé dans vos petites mains. Voilà. C'est comme ça. Alors, quand je lui ai proposé ensuite de faire un bouquin vachement plus drôle, on allait se marrer, puis il était content d'être entré au seuil grâce à moi. Et il est heureux d'ailleurs d'être arrivé aux courtes langues aussi, parce que notre bouquin a ressuscité. Je lui propose un bouquin qui m'est venu sur la plage de Stande, je dois le dire, parce que j'ai 2 bouquins qui sont nés sur la plage de Stande, où j'allais en vacances. À l'époque, j'adorais. Et ça s'appelle « Voyage à Poubelle-Plage ». Ça a l'air anodin, rigolo, ça rime en âge d'un bout à l'autre. Et je lui dis, tu vas te marrer, tu vas t'éclater, puis tu habites en Bretagne, ramasse des merdes sur la plage, ça va aller tout seul, tu me bricoles un truc, on va faire un beau bouquin. Et en fait, je vois arriver une des premières images. Et une des premières images, il me fait ça. Et je dis, il me fait ça. C'est-à-dire, il me fait un enfant en cage. Et mon texte dit, si le monde devenait une cage, un mirage ou un garage, quel avantage, voilà. Mais lui, il fonce direct là-dedans. Bah, évidemment, il fonce direct là-dedans. Lui, il a été sadisé par des jésuites. Il m'a décrit des scènes d'horreur dans sa boîte. Et jusqu'à après 1968, je crois que ça a fermé en 70, il a été quasiment torturé et affamé par des salopards au nom de la religion. Et un de ses copains a eu l'œil crevé par une baguette des profs, etc. Donc, il traîne son enfance et notre discours, notre dialogue fonctionne à merveille, un peu comme avec Georges, quoi. Voilà. Alors après, il y a une autre grand-mère qui surgit dans ma prose, et c'est en jeunesse, c'est « Chère Madame ma grand-mère ». Et « Chère Madame ma grand-mère », c'est une correspondance encore, parce que je ne suis pas guérie du manque de grand-mère, donc je m'en fais du sur-mesure. Celle-là, je la fais bien râleuse, parce que je me dis, ça suffit, la Thelma Norstein, tu ne pourras jamais faire mieux, tu n'auras jamais ce modèle, mais toi, peut-être que tu vas devenir une affreuse râleuse quand tu seras grand-mère. Et en fait, la grand-mère, à un moment où la petite commence, elle cherche son père, elle cherche et elle voit l'adresse de cette bonne femme et elle va écrire à une qu'elle ne connaît pas. Quand elle commence à demander à la grand-mère, avec pas très subtilement, mais elle a 12 ans, la petite, quel âge elle a, elle prend des pincettes. Et la vieille, que j'appelle Éléonore Barrois, alors je me suis bien débarrassée de la juiverie là, reproche à la petite Olivia, elle lui dit « Pourquoi éviter le mot vieux en utilisant, comme tous les crétins de notre triste époque, des détours hypocrites ?» Ça, vous reconnaissez ma langue. Troisième âge, personne âgée, etc. Du haut de vos 12 ans, êtes-vous de ceux qui disent non-voyants au lieu d'aveugles et israélites au lieu de juifs? Voilà, il fallait qu'il y ait ça dans mon bouquin. Après, je passe à autre chose. Mais je crois être passée à autre chose. Je vais dans un CM2, il y a une môme qui me dit, texto, ah oui, je ne vous ai même pas dit pour Élie, mais voilà, je vais vous redire à cette occasion. C'est parce que c'est les mômes qui, comme dirait Rachel, c'est les mômes qui nous renvoient à ce qu'on a écrit. C'est nos psychanalystes, carrément, gratos. La petite, elle me dit, oui, Elisabeth Brahmy, vous nous dites que ce n'est pas autobiographique, mais quand même... Éléonore Barrois, vous lui avez donné vos initiales. Et merde. Voilà. Même chose pour Élie. Il y a un gosse qui m'a dit « Ouais, vous nous avez dit... » Un CM2 aussi. Ils sont très forts, les CM2. Ils ne sont pas encore complètement pourris par je ne sais pas quoi. Vous dites que c'est pas votre histoire, vous êtes né après la guerre, gna, gna. Mais quand même, Élie, vous lui avez donné la moitié de votre prénom. Mais c'est pas possible. Mais je m'en étais pas rendu compte. Et alors là, tout à coup, en rentrant dans le TGV, je me dis, mais merde, ça m'évoque quelque chose. Je retourne dans les affaires de ma mère, parce que ma mère gardait tout. Et de correspondance, quand j'étais séparée de mes parents pendant 2 ans, quand j'étais petite, parce qu'ils étaient en sanatorium, et j'étais de 3 à 5 ans dans une maison pour orphelins, ma mère m'écrivait. Et elle écrivait
cher Élie. Et on me lisait, puisque moi je lisais pas. Et elle écrivait E2LY ou ELI, ou enfin toutes ces choses qui d'ailleurs, Elisabeth n'étant pas mon vrai prénom d'origine. Et je suis stupéfaite parce que les mômes, ils pigent tout, ils sentent tout. Et puis quand il y a de la fumée, ils la sentent avant nous en fait. Après, une autre vieille et un autre échange épistolaire. C'est mon premier roman adulte. C'est une nécessité. Je ne savais pas au bout de 15 ans de jeunesse que j'allais écrire ça. Mais je n'ai rien à voir, une fois de plus, avec la question juive. Simplement, à un moment, un de mes personnages, c'est deux femmes, une de 80 ballets et une de 58, à peu près, non, de 53, non, oui, elle a 49 au début, s'écrivent, se voient une soirée, puis c'est une histoire de passion épistolaire et autres, assez inclassable. Et tout à coup, je suis obligée de faire tomber Émilie, malade. Je lui colle les 53 ans de ma mère morte. Voilà, ça me vient tout de suite. Et le cancer, évidemment. Et tout à coup, je la mets à l'hôpital Curie. Et tout à coup, je me dis, merde, ma mère, c'était Villejuif. Voilà, les Juifs ont encore frappé. Et j'y vais carrément. Et j'écris ceci, sous la plume de cette pauvre Émilie qui est en train de mourir. À sa Gabrielle adorée. Mon corps décharné, mon crâne indécent, mes avant-bras bleuis par les intraveineuses, l'odeur écœurante de la maladie. Quel désastre dans mon pyjama réglementaire, mon être s'amenuise entre les mains mercenaires et des mères mercenaires. Et parfois déjà, il arrive qu'on me parle à la troisième personne, non par respect, mais comme si j'étais quantité négligeable. Toute cette mise en scène hospitalière a quelque chose de concentrationnaire, et lorsque j'ai le malheur de m'entrevoir dans une glace, je frémis d'horreur en reconnaissant mes frères et sœurs juifs partis en fumée. 6 millions de fantômes veillent à mon chevet, attendant que je les rejoigne. Je ne peux pas contourner ça. Ça me revient tout le temps. Et forcément, avec la maladie, avec la mort, avec ma mère qui a surgi, etc., etc. Et alors après, il y a Même pas en rêve, je l'ai écrit à ce moment-là. Le Même pas en rêve, c'est l'autre que j'ai écrit sur la plage d'Ostende. J'ai adoré écrire ce bouquin. C'était le dernier jour d'été. Il y avait un gosse et deux gosses, un gars et une fille sur la plage. Ils faisaient un château de sable. Ils n'avaient pas l'âge de le faire, mais ils s'amusaient. Je suis partie sur une petite qui s'appelle Maric. J'ai imaginé que c'était un cousin et une cousine. Moi, j'ai manqué de tout ça, donc j'ai mis des ongles, des tantes, tout ça dans mes romans. Ça m'a fait de la famille. Et à un moment, alors sa mère a divorcé, elle n'a pas supporté le divorce. Elle supporte encore moins le mec de sa mère qui est venu s'incruster pendant les vacances et qui a osé mettre sa brosse à dents dans le verre à dents de sa mère, qui est vraiment le porno du porno. Et j'insiste bien. D'ailleurs, elle veut plus se laver, elle veut plus aller dans la salle de bain, elle veut pas les poils de cul dans la douche. Elle a raison. Elle a 14 ans, elle a raison. Enfin non, elle a 12. Elle a toujours 12, hein. C'est drôle, hein. Comme disait Thierry Magnier, un jour, à une conférence devant 200 personnes, Elisabeth Bramy, c'est mon auteur prépubère. Et je crois que cette fois-là, il a eu raison. Parce que pendant des années, j'ai écrit pour les 0-12 et je ne voulais pas du tout entrer dans l'adulterie, comme disait Régent Ducharme, ce Québécois sur lesquels j'ai fait une thèse et que j'adore. Donc, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Il se passe qu'un jour, la mère a le cafard, c'est après, elle évoque les moments d'après le divorce. La petite aussi, elles vont pas bien. Et elle décide d'un week-end entre dames à Amsterdam. Et qu'est-ce qu'il y a à Amsterdam? Eh ben, il y a Anne, ma sœur Anne. Et j'y vais carrément, forcément. Et alors voilà. Et alors ma petite Maric, elle en revient complètement esquintée, forcément, parce qu'elle n'est pas juive, la pauvre gosse. Je la fous là-dedans avec sa mère dans le pétrinque. Sa mère qui essaye de faire pédago et tout, qui lui raconte, et c'est génial. Et alors la petite, elle fait une crise d'angoisse la nuit et elle dit « Dis maman, est-ce qu'il peut y avoir une autre guerre? Est-ce que nous aussi, on serait obligés de se cacher? Est-ce que les méchants existent encore et de nos jours? Est-ce qu'on est juif dans la famille? Et si on nous dénonce et qu'on nous tue ?» Voilà, en vrac, tout y est. Voilà. Bon. Et après, il y a « Je renaîtrai de vos cendres ». Alors là, c'est le bombardement.
il y a Flammarion. Alors un jour, j'ai entendu, après avoir terminé mon bouquin, que j'ai mis des cendres chez Flammarion. Je ne sais pas si vous entendez la force de mon inconscient à ciel ouvert, qui se fout de ma gueule. C'est merveilleux. Donc je renaîtrai de vos cendres. Ce roman-là, Tout rouge de colère, c'est dans la collection Émotions. Et j'ai pris La colère, qui n'existait pas dans leur liste. Je leur dis, je ne peux rien faire, il n'y a pas la colère. Et j'ose faire quelque chose, parce que je suis sous le choc d'une rencontre que je viens de faire 3 années auparavant, à Toulouse, avant la Fermera, d'une petite de maternelle de 5 ans, qui s'est pointée devant moi, en attendant, je venais pour lire et faire lire, pour parler d'un bouquin qui s'appelle Les 2 arbres, bon, bref. La maîtresse n'était pas encore rentrée. Et la petite se met devant moi comme ça, et elle me dit, t'as une origine, toi? Et là, j'ai cru que la Gestapo arrivait. Parce qu'elle l'a dit avec une haine et une envie d'en découdre qui était effrayante. Elle était sur sa barricade. J'ai essayé de décoincer le truc. Je lui ai dit, tu sais, tout le monde a une origine, même les tomates, les légumes. Il suffit d'être né quelque part. Voilà, hein. Moi, je suis née à Varsovie, puis maintenant, je suis française. Mais enfin bon, on s'en fout. Et d'ailleurs, je lui dis, et toi, t'es née où? Elle me dit, bah Toulouse, bien sûr. Bah, je lui dis, t'es française. Et là, elle me regarde. C'est pas qu'elle me fusille du regard, c'est qu'elle me mitraille. Et elle se tourne vers toute la classe des petits morveux de 5 ans, que là, je dis morveux, qui sont là. Que nous, on est des Algériens. Je vous jure que je l'ai vécu. Et je n'ai pas pu le supporter. Et j'ai décidé de quitter la classe. Avant que la maîtresse soit rentrée, j'étais partie avec les 2 vieilles de lire et faire lire. Et j'ai dit non, je peux pas. J'ai dit à la fille, je suis venue parler de bouquins. Je vois pas ce que nos Algéries et nos machins ont à voir là-dedans. Je pense que t'es pas dans un état possible. Et la classe non plus, je veux pas de ça, quoi. Je veux pas de ça. Voilà, je passe les détails. Après, je croise la directrice, je lui explique tout ce que je peux. Mais je n'avais jamais pu écrire. Je devais écrire un communiqué sur cette chose, ce qui s'était passé pour lire et faire lire. Je n'ai jamais pu en écrire un mot. Ça m'était resté en travers. C'était impossible. Et du coup, je vais me déchaîner dans ce bouquin, parce que je me dis, et après tout, si la gosse, elle avait le droit d'être antisémite, si la gosse avait le droit de détester tout ça, si la gosse en avait marre des profs qui vous collent la Shoah à toutes les sauces, si je faisais une lycéenne qui a dans sa classe de très bons profs super pédagogues dans une banlieue, genre 9-3, mais qui veulent vraiment se redorer le blason puis faire leur boulot, que moi je ne fais pas, et les emmener à Auschwitz, et alors voilà. Et alors, il y a visite de Bobigny, visite de Drancy, enfin, je mets la totale, et je fais une enragée. Une enragée que j'appelle Chocha, parce que je viens de déjeuner avec Shoshana Bokobza, et que j'aime beaucoup cet écrivain, cette fille. Et je m'embarque dans cette chose que je sais que je suis seule à pouvoir oser écrire, parce que je vais écrire des horreurs. Des horreurs qui, sorties du contexte, peuvent me coûter très cher. D'ailleurs, mon Jules me dit, mais t'es complètement folle, quoi. Il lit des petits morceaux, mais t'es malade. Ben, j'ai dit, non, ils ont qu'à lire tout le bouquin, ils pigeront. Enfin, je m'en fous, d'ailleurs, je m'en fous. Et voilà. Et alors, par exemple, Chocha dit, fuir ces corps décharnés, allongés dans des caissons de paille, entassés dans des chalits superposés, si peu de vie dans leurs yeux, si peu de peau sèche sur les os, qu'on n'est pas sûr qu'ils respirent encore, et des gestes au ralenti, des regards immobiles. Je refuse de les regarder en face. J'ai l'impression de les avoir toujours vus, de les avoir connus. Et je vais lui faire, c'est pas cachère, mais je vais lui faire un tour de cochon à ma personnage. Voilà. Parce qu'elle va s'apercevoir qu'ils viennent de s'installer dans un pavillon, et qu'il y a un tonton qui s'est pendu. Il s'appelait Yann. Il s'appelait Yann. Mais en fait, il s'appelait Yannick. Et voilà, et ben voilà, le chemin de fumée est ouvert. Donc, à l'occasion d'un lapsus, grâce à une prof formidable, il y en a une qui pue un peu l'antisémite, mais et qui lui dit, c'est quoi votre prénom là, ça vient d'où, et qui lui fait une astuce sur c'est de l'hébreu, bah, justement, elle dit, la fille, oui, Chocha, oui. Et puis alors, donc, l'autre prof lui dit, ah ben vous savez, il y a un écrivain, Isaac Bashevis-Singer, qui a écrit un magnifique roman. Alors elle va à la Bibli, elle commence,
Ah, oui. Et puis elle va faire le lapsus de sa vie. Au lieu de dire Shosha, elle va dire Shoah. Enfin, je vous divulgue tout, bien le bouquin existe. Mais c'est succulent d'écrire ça. Vous comprenez? On est réparé. Moi, personnellement, après, mes lecteurs, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Voilà. Donc après, il y a eu Ozara Torah. Juste après la parution, 3 mois après, il y a eu la fameuse tuerie de Mera. Je me suis dit, ma petite de maternelle, elle aura bientôt l'âge de se mettre une ceinture de dynamite autour du cou du truc pour nous faire tous péter la gueule. Et je me suis lancée dans un roman pour vieux. Voilà, Les Heures secrètes. Les Heures secrètes, il m'est arrivé un tour incroyable. Je fais un veuf, libraire, retraité, 72 ans, Pierre. Je m'inspire à la fois d'un Pierre que j'ai vu la veille et qui m'a dit c'est pas drôle de vieillir et qui a justement les 72. Je m'inspire quelque part de mon père qui est resté veuf aussi. Je sens bien que derrière il y a ça. Et puis, veuf, il faut que je lui trouve le nom de sa bonne femme. Et je tape à l'ordinateur, je travaille, et j'écris Régine. C'est Régine qui me vient. Et mon ordinateur, qu'est-ce qu'il me fait? Il me flanque à la figure mon carnet d'adresses, et il m'a mis Régine Ventrater, psychanalyste, évidemment juive, amie, etc. À la 4e fois qu'il me fait le coup, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il a, ce sale camp d'ordinateur? Mais puisqu'il veut tellement que ma Régine soit juive, eh ben elle va être juive. Et je colle à ce gars qui n'avait rien de juif, ce Pierre, une femme qu'il a épousée, qui était la petite sœur d'un de ses meilleurs amis de collège. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a à voir avec Georges, ici présent. Ça va se passer à Rouen. Tu m'as expliqué, tu m'as raconté la guerre, les ruines, on a mes ruines de Varsovie, tes ruines de Rouen, ça y est, il y a de l'écho. Le même âge à l'époque que toi. Et je vais commencer comme ça à bâtir quelque chose que j'ignorais complètement. Et voilà, il y a évidemment plus que des allusions. Il y a le fait que c'est comme ça que je crée mon personnage de Léa Epstein, la belle-mère de mon Pierre, qui est ce qu'il y a de plus beau au monde, que j'ai adoré écrire, et je ne savais pas qu'elle prendrait cette place. Et tout est là, y compris le fait que... Enfin voilà, tout est là. Voilà. Je vais vous le faire court parce qu'autrement je vais déborder. Après, j'ai été obligée de partir dans Croire au matin parce que j'ai été invitée à participer à ce collectif et j'ai écrit un texte qui s'appelle L'avant-dernier des Mohicans. Ce bouquin, alors il y a Noël Châtelet, Alexandre Jardin, Mazarine Pinjot et Alice Zéniter. On est allés tous, l'objectif était le suivant, d'aller voir un certain Charles Palan, que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève, un rescapé d'Auschwitz, résistant, machin, tout, etc. Et puis, au bout d'une après-midi d'interview, de ce qu'on voulait, de parler avec lui, il avait 90 ans, un très bel homme, très, très élégant et très à l'aise sur le plan, très bon orateur. Il m'a emberlificoté, il faisait son vieux beau. Il a cru me la faire, très communiste. Alors, tout ça, ça ne me plaisait pas. Et alors, je lui ai dit, mais alors. Et j'ai compris, au bout de 4 heures, que je n'écrirais rien. Parce qu'on n'était pas obligé. Si on ne pouvait pas, on ne pouvait pas. Et au bout d'un moment, quand même, je lui balance quelques citations. Je suis venue avec un cahier entier. Et je lui dis, comme la question se pose à un moment pour Elie Wiesel, pour Primo Levi, et si on était le dernier? Il y en a un qui répond, on se suiciderait. Et je lui dis, et vous, si vous étiez le dernier? Et j'en suis pas encore au Mohican à l'époque. Et il me dit, je n'ai jamais voulu être dernier en rien, me dit-il, très héroïque. Et là, je me dis, je vais gratter du côté de son enfance, il n'y a que ça qui m'intéresse. Et je dis, au fait, on parlait quelle langue chez vous et tout, à Ménilmontant, là, quand vous étiez petit? Et il commence à me parler du yiddish. Et surtout, je lui dis, votre mère, elle vous appelait comment? Parce que votre Charles Palan, moi, j'y crois pas une minute, ça fait franciser et tout, mon œil. Elle me dit, si, sur mes papiers, c'est bien marqué. Charles, les Palan, c'est polonais. Je dis, Palan, c'est polonais. Bon, je veux bien. Alors, racontez-moi un petit peu votre vrai prénom et qui vous êtes. Et il me dit, je suis... Et il dit,
le diminutif en yiddish que sa mère lui donnait, et il ajoute, c'était pas souvent. Et là, je m'effondre et je me dis, ça, je veux le recueillir, ça, je veux. Et je pars, voilà, et je me dis, voilà, je viens de rencontrer le dernier des Mohicans. Je me rappelle que ce bouquin, c'est le seul de ma vie que je n'ai pas pu ouvrir, alors que je l'avais emprunté dans la classe quand j'étais petite et qu'il fallait absolument rendre compte ensuite de ses lectures. C'était une bibliothèque verte, j'avais 8 ans. Et je comprends mieux pourquoi j'ai pas pu lire, parce que, comme par hasard, sur le trottoir, il y a un brocanteur et il y a juste le bouquin qui est reparu chez Hachette quelques années après. Je l'ouvre, je vois rien que les chapitres, et je comprends que j'ai eu une pétoche folle. Mais c'est en préparant ce truc-là, il y a quelques jours encore, en y revenant, qu'en écrivant Mohican, j'ai entendu Camp dans Mohican. Je ne l'avais jamais entendu. Je me suis bien défilée de ça. Et à propos de Camp de Mohican, je ne sais pas si vous connaissez, parce que je suis passée par-dessus, mais il y a un bouquin extraordinaire écrit par une néerlandaise que j'ai cru longtemps être un néerlandais, et qui s'appelle... faut que je vous le trouve quand même. Et qui s'appelle Mon père couleur de nuit. Ouais. Hein, c'est quelque chose, hein. Voilà. Alors... c'est un bouquin extraordinaire écrit. Alors, le narrateur est un enfant et raconte comment son père rescapé a installé... ils vivent au lagueur. Ils vivent au lagueur. Et ils en sont complètement malades. Les gosses, ils essayent de comprendre quelque chose à ce qui s'est passé à leur père, etc. Et ce qui est extraordinaire, c'est que je retrouve... Voilà, alors, Mon père couleur de nuit, voilà, ça a été traduit, je l'ai lu en 2001, traduit du néerlandais. J'ai eu le camp, dit notre père. Ainsi, il fait la distinction entre lui et nous. Nous avons eu la varicelle et la rubéole. Et Simon, lui, après être tombé d'un arbre, est resté des semaines au lit avec un traumatisme crânien. Mais le camp, nous ne l'avons pas encore eu. J'adore le encore, il est génial le encore, voilà. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est que plus tard, je vais être très 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 perturbée par un truc que je lirai sous la plume de Primo Levi. Vers 95, quand je vais écrire Les Monstres, il dit mes enfants ont tout refusé de ma transmission. Il commence à douter de sa transmission au scolaire, parce que ça commence à être, c'est l'époque de Hitler connaît pas, ça commence à venir. Et il est très effondré, moi aussi avec lui, et il écrit en tant que père, mes deux gosses ont refusé d'y aller. Et je pense qu'il y avait trop de la guerre à la maison. Exactement les mêmes mots. Voilà. Après, le Charles Palan, donc après, il y a la rencontre avec ce jeune homme, Jean Poderos, l'incontournable, parce que c'est un moment formidable. C'est aussi important que Georges ou que Bernard Genet, parce que les livres n'auraient pas été écrits, j'aurais pas été là sans vous. Donc, La couleur des saisons, là, j'emmène mon père, post-mortem, dans la jeunesse, et je lui fais ce que j'ai à lui faire, c'est-à-dire un petit texte que Jean va trouver trop court, mais son édition s'appelle Courte et longue, et il me demande une version longue. Et tout en se tortillant sur mon canapé blanc, parce qu'il est très délicat, il me sort un truc énorme. Il me dit, peut-être que tu pourrais le faire pour un peu plus âgé, un texte un peu plus long, un peu plus autobiographique, et il ajoute, plus juif. Voilà. Et ben voilà, le bouquin sort. Le bouquin, il est plein des airs roulés de ma mère. Je me défile en parlant à la troisième personne. Le jour où je m'aperçois que j'ai la première phrase, la fille du peintre n'aime pas l'école, je suis sauvée. Encore l'école m'a sauvée. Et puis, on a terminé notre carrière avec mon père sur ce machin qui est sorti en septembre, qui est un catalogue magnifique à l'occasion d'une expo qui a eu lieu à la Galerie Valois, que j'ai titré « Le vif du sujet », où j'ai écrit un texte
incroyable parce que j'ai lancé vif du sujet comme ça à la galeriste et je me suis pas aperçue de ce que ça contenait. Et ça se contenait le Sauve-toi Ali, vif et jamais mort, et un credo, quoi. Et le sujet. Le sujet et le pas mort. Et c'est comme ça, voilà. Et puis alors, la semaine, on fête la naissance de notre petit dernier, Jean et moi. C'est celui-là, il est sorti le 22. Toute personne qui tombe a des ailes. Et je croyais être totalement intacte de juiverie là-dedans. Et je l'ai relu. Et c'est un bouquin que j'ai écrit déjà il y a plusieurs années, que j'ai lu et relu. Mais finalement, comme moi, c'est un truc naturel chez moi, enfin normal, ça fait partie de moi, j'ai pas vu. Mais il n'était pas question, évidemment, de ne pas faire que ce gosse ne soit pas juif. D'abord, celui qui m'a inspiré l'était. Deuxièmement, son prénom l'était. Troisièmement, il y a des allusions tout à fait directes. Une fois, je parle encore de Chemin de fumée. C'est un monologue de mère pour un fils suicidé. Je parle du passé de lui, et on sent bien que c'est pas rien. Voilà, par exemple, dit la mère, tu as été nommé par une innocente et affectueuse réminiscence dans cette langue enfouie de nos origines communes à ton père et moi, cette langue maternelle dont nous avions cru avoir tout effacé du fait de notre exil. Voilà, ça pèse déjà son poids. Hein. Et ainsi de suite. Et alors, le pire est à la fin. Ça me reprend. Elle parle de sa chambre comme une cage de guerre. Voilà, genre Boltanski, quoi. Revisité. Et puis à la fin, voilà ce que j'ose écrire, page 98. J'agirai envers toi comme ces rescapés qui, à bout de force et de torture, se firent un devoir, une mission sacrée de survivre à la catastrophe, avec une majuscule, afin de parler des disparus, les représenter, les commémorer, en gravant la liste de leurs noms, en imposant sa lecture, pour témoigner de leur anéantissement aux yeux d'un monde indifférent, interdisant l'oubli. Voilà. Et ben voilà, c'est exactement ce qu'on est censé faire aujourd'hui, ce qu'on a essayé de faire et ce que j'ai essayé de faire. Et merci de m'avoir écouté. Je suis sûre que j'ai débordé et j'ai pas mis ma montre sur la table et ça veut tout dire. Tant pis.